Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes, de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité, mais aussi à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance, mais aussi sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de vous proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier votre maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Élodie que je reçois dans mon espace. Élodie est une rencontre de cœur via les réseaux sociaux. On ne s'est jamais rencontrés et pour autant on a connecté très rapidement. Vous l'avez déjà entendu dans le cadre de la deuxième édition du Podcaston où j'ai enregistré un épisode avec elle et Caroline, la fondatrice de l'association Attrape-Rêve, qui redonne espoir et rêve aux enfants hospitalisés. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de lui offrir ce temps, pour elle, pour partager un peu de sa naissance de maman, qui est le fruit d'un long combat, des années sous traitement dans le processus de la PMA. Des années de suivi médicalisé avec une pause. Cette pause qui est le fruit de la venue au monde de manière naturelle de leur fille. Un épisode émouvant, riche et plein d'espoir pour toutes les mamans et les couples qui connaissent cette attente interminable et ces traitements lourds sur le plan physique et psychique, dans l'attente d'un enfant. Je vous laisse sans plus tarder avec Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Notre histoire est un petit peu particulière puisque c'est une rencontre virtuelle. Ça fait un petit bout de temps qu'on échange en tout cas sur les réseaux sociaux et on a créé, on a tissé ce lien particulier toutes les deux qui nous a amené aussi à enregistrer un épisode dans le cadre du podcaston en début d'année où effectivement tu étais venue nous parler de l'association dans laquelle tu es bénévole, l'association Attrape-Rêve. Et voilà, de fil en aiguille, en tout cas, j'en ai appris un petit peu plus aussi sur toi, sur ta maternité. Et ton histoire, pour moi, était indispensable, en tout cas, à porter. Et te proposer cet espace aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable honneur que tu puisses, en tout cas, apporter aussi ta vision, ton parcours, ton expérience qui a été, en tout cas, tumultueux, en tout cas pas ordinaire pour avoir ta fille et aussi pour nourrir les mamans de cet esprit et de cette personne extrêmement solaire que tu es. Donc, dans un premier temps, Élodie, je vais te laisser te présenter brièvement et puis après, on rentrera dans le cœur du sujet, ta maternité. Quel bonheur cette introduction. Je te remercie pour tous ces compliments qui m'ont déjà émue alors qu'on vient de commencer. Le plaisir est partagé Marion. Tu sais que tu es une personne fabuleuse à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et je te remercie de nous octroyer ce petit moment d'échange. À nouveau, effectivement, j'ai la joie de prendre le micro à tes côtés pour parler de ma maternité cette fois-ci. Ouais. Donc, je m'appelle Élodie, j'ai 44 ans et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Camille et qui va avoir 3 ans au mois d'octobre. Donc, ma famille se compose de Mathieu, son papa, mon conjoint, Ouais. Dylan, qui est le petit garçon de Mathieu, Ouais. le demi-frère de Camille, et de Nouméa, qui est notre chat aussi, qui fait partie de notre famille également.
Exactement, faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Alors justement, peut-être Élodie, on va commencer, par le début. Comment, en tout cas, à quel moment vous avez décidé justement de vous lancer dans ce projet bébé? Et comment, en tout cas, vous avez commencé à faire face aux difficultés dont tu vas nous parler pour, tomber enceinte? Alors, je vais essayer d'être le plus précise possible, bien que maintenant, certains passages de notre histoire, se soient un petit peu effacés dans mon cerveau. Eh oui. Mais je crois que de mémoire, ça s'est apparu comme une évidence. J'ai souvenir, de Mathieu qui un jour, m'a dit qu'il souhaiterait avoir un deuxième enfant, avec moi. Donc je crois que ça s'est passé assez naturellement, comme beaucoup, où tout simplement on jette la pilule contraceptive, tout Ouais. simplement. Et ça s'est apparu un peu comme une évidence euh, pour nous deux. En tout cas, peut-être pas pour la vie, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte assez rapidement que nous allions avoir quelques difficultés pour atteindre nos objectifs. Ouais. Je n'ai pas de souvenir temporel, mais je pense qu'au bout d'un an, alors je savais déjà que j'avais un terrain un petit peu compliqué et j'avais déjà 36 ans à l'époque, donc comme tu sais, on est considéré comme Une grossesse merveilleuse grossesse gériatrique. gériatrique, c'est ça? Exactement. C'est C'est affreux, toujours le petit mot qui fait c'est plaisir. affreux. Oui, oui, c'est affreux. Oui. Donc effectivement, par mon âge, les difficultés s'annonçaient assez évidentes. Mmh. En revanche, peut-être pas à la hauteur du parcours que nous avons eu, mais nous savions que nous allons connaître des périodes de turbulence sur notre parcours, indéniablement. Alors justement, comment on vous l'annonce, que ça va être compliqué et justement quel accompagnement on vous propose de prendre? Alors c'est aussi pour ça, enfin et c'est surtout pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode avec toi. Car en réalité, au départ, on nous a pas réellement accompagnés, on nous a pas réellement parlé. J'ai l'impression que, sans être négatif, pas du tout, mais avec beaucoup de hauteur par rapport aux premiers spécialistes en fait qui se sont occupés de nous, qu'ils ont pris ça avec beaucoup de détachement. Mmh. Le médecin qui nous suivait à l'époque était un gynécologue. Je m'excuse de l'expression, mais je ne connais pas le terme exact, mais classique entre guillemets, c'est-à-dire Mmh. un gynécologue sans spécialité de PMA, Ouais. et qui a juste essayé de nous accompagner du mieux qu'il le pouvait, mais peut-être avec des compétences qui n'étaient pas assez suffisantes sur cette Mmh. spécialité qui est la procréation médicalement assistée. En revanche, j'entends tout à fait son argument aussi. Il a peut-être essayé en douceur de nous aider sur un chemin qui était peut-être un peu plus compliqué finalement que ce qu'il imaginait. Donc, je pense vraiment qu'il est aussi très important de bien être entouré par les bonnes personnes du corps médical. Ça, je pense que c'est vraiment primordial. Donc ce monsieur nous a suivis pendant quelques temps, nous a dit qu'effectivement, il était nécessaire de faire des examens classiques que toutes les femmes qui vont connaître un parcours de PMA rencontrent, des Ouais. examens qui sont plus ou moins invasifs, Bah oui. Mmh. plus ou moins peut-être pas, comment dire, peut-être pas douloureux, mais désagréables, indéniablement. Oui. Mmh. Des parcours qui sont souvent, dès le début, parsemés d'injections d'hormones. Donc, Ouais. certaines femmes le supportent un peu moins bien que d'autres. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvée face à un pseudo-diagnostic d'endométriose qui n'avait jamais été porté jusqu'alors. D'accord. Bien qu'aujourd'hui, ce que je vous raconte à peu près une dizaine d'années, bien qu'aujourd'hui, je pense que l'endométriose fait vraiment partie du vocabulaire de beaucoup de monde, que le diagnostic a été posé, que c'est une maladie qui est beaucoup mieux connue que ce qu'elle était il y a quelques années. Oui.
voilà, qui est beaucoup mieux suivi, qui est beaucoup mieux géré, qui est, voilà, qui n'est plus... J'ai l'impression qu'auparavant, on disait juste aux femmes, oui, ben, vous avez mal au ventre pendant vos règles, c'est tout à fait normal, sans pour autant y apposer un diagnostic. J'ai Exactement. l'impression, Oui, et Dieu merci, que les choses ont bien évolué. Je pense que mmh, tu me rejoins, j'ai l'impression que c'est vraiment fait totalement. partie intégrante de notre société aujourd'hui. Voilà, Oui, beaucoup de femmes en sont atteintes. Exactement. Donc j'ai été opérée pour l'endométriose. Donc je rassure toutes les femmes qui doivent connaître cette opération, bien que ce n'est jamais très rigolo effectivement de subir une anesthésie générale, d'être hospitalisée, etc. C'est quand même une opération qui est assez bien gérée par le corps médical, qui est du moins le moins invasive possible. On passe en célioscopie avec 3 petits trous, un sur le nombril et enfin 3 en tout. oui, Donc c'est quand même vraiment une petite opération qui est quand même, avec un peu de recul, incroyable. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire passer des minuscules outils oui. pour pouvoir détruire toutes les cellules qui posent problème. Donc je Mmh. trouve ça quand même, avec un peu de hauteur, assez incroyable de nos jours de pouvoir faire ceci. Ouais. Et même si effectivement cela mérite une petite semaine de repos, en toute logique, les résultats peuvent être assez prometteurs selon les femmes. Donc j'encourage toutes les femmes à qui on propose en fait Mmh. cette opération, ben, effectivement, d'écouter les D'être médecins confiante, et ouais. Mmh. d'être confiante effectivement, puisque visiblement ça permet de mettre de côté beaucoup de problèmes en fait qui sont liés à la maladie. Donc Ouais. effectivement. Alors pour ma part, malheureusement, ce n'a pas été le cas. Les cellules ont été effectivement bien détruites par le chirurgien. En revanche, les traces d'endométriose sont revenues très très vite en fait Mmh. dans mon corps. Donc malheureusement, cela n'a pas été suffisant, mais je pense que ça faisait partie de mon parcours et qu'il fallait concrètement que je traverse ceci et que je Ouais. vive cela pour pouvoir ensuite continuer notre chemin vers la maternité. Mmh. Donc, face à ces difficultés, je crois que le médecin nous a tout simplement dit qu'il fallait maintenant s'orienter vers des spécialistes et nous ont orientés vers un centre de procréation médicalement assistée, donc on appelle PMA Ouais. couramment, qui est situé à Toulon. Vous en avez dans toutes les grandes villes de France de mémoire. Ouais. Et donc là, nous avons été effectivement confiés entre les mains de personnes, d'une équipe qui en fait vraiment voilà, son cœur de métier. Ils sont consacrés uniquement à aider toutes ces familles, tous ces futurs parents à réussir à devenir parents. Alors effectivement, je comprends toutes celles qui sont réticentes puisqu'il y aura effectivement l'intervention de médecins. Mmh. Mais je pense qu'il faut réellement les voir comme les petites fées qui vont apporter un petit peu de magie Ouais. et leur pierre à l'édifice pour nous aider à réussir à être parents, Mmh. indéniablement. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'équipe, en tout cas, qui t'a entourée à partir du moment où tu arrives dans ce centre effectivement, purement médical? Est-ce qu'il y avait un soutien psychologique aussi? Alors, pour notre part, et je souhaite à beaucoup de connaître ceci, nous avons été reçus par des gens extrêmement professionnels, certes, mais très bienveillants. Mmh. Alors, de mémoire, l'équipe est constituée quand même d'une quinzaine de personnes en tout. Elle est constituée, bien entendu, du médecin, enfin 2 médecins, puisqu'il y a le médecin qui est le médecin qui fait le suivi concrètement. Il y a aussi le médecin biologiste. Enfin, il y a vraiment une équipe, vraiment un village en fait, un village de Ouais. médecins pour le coup, avec chacun ses spécialités et des infirmières. Enfin, il y a vraiment voilà un pôle uniquement consacré à nous aider à Ouais. avoir un bébé. Alors, on en discute souvent avec mon conjoint. La première étape de ce qu'on se rappelle était une réunion obligatoire, en fait, où on présentait l'équipe et où toutes les personnes qui étaient désireuses d'avoir un enfant
Alors, il ne faut pas se mentir, il y a énormément de monde dans ces réunions, et il y a énormément de monde qui est suivi en PMA. Oui. Et je crois que, j'ai l'impression en tout cas de plus en plus. Donc c'était une réunion obligatoire où effectivement il y avait une psychologue, il y avait tous les médecins qui se présentaient, toutes les personnes qui contribuent dans ce parcours, où on expliquait ce qui allait se passer, comment allait se concrétiser ce parcours, comment se passaient les soins médicaux, et effectivement qui disait que c'était très important d'avoir un suivi psychologique si on en ressentait le besoin. Et là, c'est effectivement un point que je souhaitais aborder avec toi, qui est d'une haute importance, me semble-t-il, même si tous les soins et tout se passe sur le corps de la femme, la difficulté pour le conjoint Ouais. est indéniable. Mm. Et effectivement, cette réunion sensibilise là-dessus en disant attention, monsieur. Alors effectivement, là, puisqu'on est en France et que c'est seul autorisé sur les couples traditionnels, entre guillemets, donc Ouais, monsieur hétérosexuel, ouais. hétérosexuel, voilà, en France en tout cas, pour l'instant, monsieur a besoin, vraiment besoin d'être épaulé, car le parcours est en général très difficile pour le monsieur aussi. Ouais. Et c'est vrai, je confirme. C'est très dur psychologiquement pour les accompagnants également. Donc après, libre arbitre aux personnes de se faire suivre psychologiquement si le besoin s'en fait ressentir. À la fois pour madame, pour monsieur. Il y a une psychologue qui est spécialiste aussi en APMA. Une consultation était recommandée avec cette dame, donc nous avions joué le jeu et nous avions une consultation. En revanche, pour notre part, nous n'en avions pas exprimé spécialement le besoin, donc nous n'avons pas continué un suivi psychologique, mais c'est vraiment dépendant de toutes les personnalités. Peut-être qu'il y avait une communication qui était importante aussi au sein de votre couple et que vous pouvez en tout cas exprimer vos peines, vos doutes, vos douleurs aussi dans votre cocon, dans votre sphère privée. Alors, je pense que tu touches du doigt effectivement un des piliers fondamentaux de ce parcours, c'est la communication. Effectivement, tu as tout à fait raison. La communication dans le couple, alors même s'il est toujours un petit peu délicat d'exprimer ses Et sentiments oui. ou d'y poser parfois quelques mots sur des choses que l'on ressent, ou parfois on ne sait pas réellement pourquoi on ressent certaines choses à ce Ouais. moment, à un moment voulu. Mais effectivement, la communication, l'écoute, le partage, c'est très important. De prendre quand même du temps pour soi, de prendre du temps pour son couple, Mm. d'essayer de trouver du temps pour se reposer si on a besoin, pour partager des petits moments à deux. Ça, c'est effectivement très important. Et après, chaque personne est différente et chaque personne trouve ses ressources là où on en a besoin. Pour ma part, je les ai trouvées dans d'autres choses, mais effectivement, tu as raison, il faut savoir se faire accompagner s'il y en a besoin, poser les questions s'il y a besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de choses, effectivement. Alors tout au long de ce parcours, d'ailleurs, il a duré combien de temps? Alors, de mémoire, il a duré 5 ans Ouais. environ. Donc on est sur un parcours plus ou moins classique pour toutes celles qui sont déjà engagées dans ce, dans ce parcours-là. Donc en fait, nous étions sur un parcours FIV. Ouais. C'est tout simple, en fait, le corps va connaître, comment dire, va être vraiment commandité par Mm. le corps médical. Le corps médical, c'est assez fascinant, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va dire, enfin en tout cas les médicaments que nous allons utiliser, c'est le médecin qui va dire au corps quand ovuler, c'est le médecin qui va dire au corps quand commencer la stimulation ovarienne. Enfin, c'est vraiment une machine qui est très très bien menée. Euh, donc, pour toutes celles qui vont avoir ce genre de parcours, bien évidemment, en général, la première étape sont des piqûres, donc diverses et variées. Ça, c'est un point aussi qui est important. Le médecin va vous demander soit si vous voulez vous faire assister par une infirmière pour recevoir les piqûres, ou soit si vous souhaitez vous piquer vous-même. C'est vraiment écoutez-vous, Ouais. faites-vous confiance.
et faites ce qui vous semble mieux pour vous et pour votre future famille, clairement. Si il est plus simple pour vous, et c'était mon cas, d'apprendre tout simplement à se faire une piqûre pour ne pas dépendre d'une horaire, Et pour ne oui. pas louper Mmh. un rendez-vous avec une infirmière, si c'est plus simple pour vous, mais foncez, tout se passera bien. C'est juste un petit terme, un petit geste technique à apprendre, mais bah, on a toujours tout appris dans la vie, donc ça aussi, ça s'apprend. Il y a rien de foufou. Et si on se sent pas, il faut se faire accompagner. Il faut être accompagné par une infirmière qui viendra vous piquer. Il n'y a pas de souci. Voilà, ce sont des choses, il faut vraiment s'écouter et faire au mieux pour vous et votre couple dans un premier temps, ou pour votre famille si vous avez déjà des enfants. C'est effectivement la partie qui est difficile. C'est une partie de logistique. Ouais. Et je crois que pour ma part, c'est ce qui m'a le plus pesé. On entend souvent dire que les hormones créent beaucoup de choses, créent de la Mmh. fatigue, créent des changements d'humeur, créent une prise de poids, enfin influent beaucoup. Ouais. Je suis ravie de témoigner aujourd'hui et de dire que cela dépend vraiment des femmes. Ne vous arrêtez pas à ceci, pas du tout. Pour ma part, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu plus de sauts d'humeur, pas de prise de poids particulière, enfin, Mmh. pas du tout. En revanche, qui est effectivement parfois un peu pesant et où il faut trouver de l'énergie et savoir s'organiser, c'est pour la partie logistique. Ouais. Alors, effectivement, un parcours PMA, ça implique de venir voir le médecin tous les 2 jours, tous les Mmh. 3 jours, pour avoir C'est une quand même échographie. lourd. On le Ouais. voit peut-être plus que nos parents parfois, Ouais. mais ça implique de venir faire des prises de sang énormément, tous les 2 jours, tous les 3 jours effectivement, pour pouvoir doser où en est votre corps. Ça implique, et ben, sur votre travail, ça implique d'allouer du temps Ouais, oui. Mmh. pour aller à ces examens médicaux. Alors, sachez-le, même si effectivement, pour ma part, j'ai fait le choix de faire différemment, mais sachez-le, suivant les conventions collectives, vous avez, et je crois que maintenant toutes d'ailleurs, vous avez la possibilité, et votre employeur a le devoir de vous octroyer du temps pour ce parcours de procréation médicalement Mmh. assistée, à la fois pour madame et à la fois pour monsieur. Mmh. Monsieur, pour ma part, est militaire, donc on pourrait se dire que les choses sont plus compliquées à mettre en œuvre, etc. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué sur les services. En revanche, de la même façon, ils ont un temps qui est alloué pour accompagner leur conjoint sur ces examens. Très Donc, intéressant ce que tu dis là. Merci Élodie. ouais. Et il faut vraiment, alors, libre arbitre à chacun d'en parler Oui, à bien son sûr, employeur. bien sûr. Voilà, je peux comprendre que c'est très personnel de dire à son employeur, ben voilà, nous sommes en parcours PMA, c'est Ouais. un peu, je peux l'entendre. En revanche, c'est peut-être aussi un moyen de vous enlever un petit peu de charge mentale. C'est quand même peut-être plus facile d'expliquer à son employeur, nous sommes en parcours PMA et je vais devoir aller tous les 2 jours à des examens médicaux, Mmh. plutôt qu'effectivement sans lui expliquer. Peut-être que ça pourrait créer des tensions inutiles Bien sûr. et, Mmh. et de la charge mentale, tout simplement. Bien sûr. Donc, les centres PMA ont l'habitude, les centres PMA ouvrent très tôt, donc on peut commencer à aller chez le médecin à partir de 7 heures du matin. Donc, il y a toujours des solutions, mais voilà, il y a du temps qui est disponible pour pouvoir suivre tous ces rendez-vous médicaux qui sont assez pesants, effectivement. Donc ça, c'est sur la partie préparation de votre corps, sur la partie la plus simple, entre guillemets, où effectivement, piqûre tous les jours, suivi gynéco tous les 2 jours, pendant une période d'une semaine de mémoire à peu près, Ouais. sur votre cycle. Et ensuite, le médecin va analyser le nombre de follicules qui se créent dans votre corps. Et il va vous demander de prendre la piqûre qui va vous faire ovuler dans le temps imparti. Et le docteur ensuite prévoira une anesthésie où effectivement là, il va avoir une ponction des oocytes pour pouvoir ensuite mettre en culture et faire la rencontre médicalement assistée Ouais. du recueil des spermatozoïdes de monsieur et des ovocytes de madame. Donc Mmh. effectivement,
un nouveau parti logistique, anesthésie générale, effectivement, s'absenter du travail. Mais tout ça, le corps médical a l'habitude et vous fera effectivement vous prendre en charge, vous fera un arrêt maladie s'il y a besoin, si vous Ouais. sentez bien. Pour ma part, je me suis toujours sentie très bien l'après-midi même. Je n'ai jamais eu, si ce n'est quelques petites douleurs au ventre, mais très légères. Ça s'est toujours très bien passé. Donc attention à tout ce qu'on peut toujours entendre, des choses qui sont très très douloureuses. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vraiment propre à chacun. Ouais. Soyez confiante. Vous êtes certainement entre de bonnes mains et c'est leur métier. Ils font ça toute la journée. Ils ont l'habitude. Ils sont en général bienveillants. Voilà. Donc il faut aussi se rassurer à ce niveau-là et pas toujours écouter toutes les choses atroces qu'on peut entendre, Oui, qui sont c'est parfois sûr. infondées. Ouais, ouais, ouais. Et parfois très, très rare. Donc et oui, puisqu'il y a effectivement la partie que je n'ai pas encore abordée, qui n'est pas très rigolote non plus pour monsieur, qui est le recueil des spermatozoïdes, qui ne se Voilà. fait pas Mmh. comme dans les films qu'on peut imaginer dans des conditions optimales, hein, pas du tout en Ouais. général. C'est dans une salle où parfois c'est hyper glauque, c'est pas très rigolo pour monsieur non plus, même Non. si le geste n'est pas douloureux, on l'entend bien, mais c'est pas du tout rigolo comme étape de faire un spermogramme ou de faire un recueil des Bien sûr. spermatozoïdes, ce n'est pas rigolo du tout. Donc voilà, et ensuite les biologistes, les laborantins, les laborantines vont avoir un rôle complètement crucial dans cette préparation éventuelle de futurs bébés. Ils vont mettre en relation du coup le spermatozoïde de leur choix. En tout Ouais. cas, c'était la technique de FIV qui était préconisée par rapport à notre suivi médical, avec les ovocytes qui auront survécu le mieux à cette ponction. Alors, pour ma part, de la même façon, je souhaite faire un message d'espoir à toutes ces femmes qui m'écoutent. Pour ma part, j'avais très très peu d'ovocytes qui étaient prélevés par le médecin, Mmh. puisque effectivement, l'âge aidant, le temps passant, j'en avais très très peu. En général, 3, 4, alors que certaines femmes peuvent atteindre les 17, 18. Donc du coup, c'est assez démotivant, c'est assez démoralisant. On se dit, je vais jamais y arriver, j'ai vraiment une faible dose ovarienne, ça va être de plus en plus difficile. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, sans spoil, j'ai une petite fille, donc vous voyez comme quoi, Mmh. comme quoi, Ouais, ouais. il faut pas s'arrêter à ce genre de choses. Il faut continuer à écouter tous les conseils, tout ce que vous disent les médecins autour de vous. Donc, une fois que le spermatozoïde et l'ovocyte ont réussi à se rencontrer, on a une période d'implantation d'embryon Oui. qui se fait sous cathéter, qui est absolument indolore, qui n'est Mmh. pas agréable, effectivement. Comme quand nous allons chez le gynécologue, on est bien d'accord que c'est jamais très agréable. Mmh. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas agréable certes, mais ce n'est pas douloureux. C'est un petit cathéter qui vous est implanté et où on va déposer délicatement en fait le petit. Alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est plus un embryon, c'est pas un embryon à ce moment-là, mais je me rappelle plus le terme exact. Ouais. Où on va déposer délicatement ce petit spermatozoïde et ce petit ovocyte qui se sont rencontrés Ouais. et où là maintenant, écoutez, on va laisser la vie prendre le relais Mmh. et voir si ce petit embryon va se développer ou pas dans le corps de madame. Pour ma part, ce n'a jamais été le cas. Ouais. Malgré toutes les transplantations d'embryons qu'on a pu faire, ça n'a pas été le cas. Souvent, si les hormones n'avaient pas l'effet escompté sur mon corps, on a aussi essayé des inséminations, puisqu'effectivement, qui ne tente rien à rien, donc au lieu de ne pas se servir de ce qui avait été préparé par le corps médical, c'était en insémination traditionnelle, donc cela n'a jamais fonctionné pour notre part. Mmh. Nous sommes arrivés sur la période que nous connaissons tous de Covid. Ouais. Et là, pour notre part, ça a été un nouveau drame en fait qui s'est peaufiné à nous, puisque juste avant le Covid, je suis tombée enceinte.
Ouais. Formidable nouvelle. En revanche, un petit œuf clair s'était en réalité Mmh. niché dans mon ventre. Mmh. Donc un œuf clair, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit cœur qui s'est arrêté de battre, qui a commencé à se développer, Ouais. mais qui a Et arrêté ça a arrêté, ouais. enfin qui a Mmh. arrêté à un moment donné, Mmh. voilà. Donc ça arrive à énormément de femmes et souvent en parcours FIV, je tiens aussi à le préciser puisque Oui, nous on s'était jamais inquiété de cela, on s'était jamais renseigné, donc maintenant je vous le dis, c'est quand même quelque chose qui est très fréquent. c'est vrai. Voilà, c'est un petit cœur qui arrête de se battre, mais malheureusement, on se dit aussi que quelque chose a bien fonctionné à un Et moment oui. donné. Mmh. Et il faut rester ultra positif. Voilà, c'est, 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 c'est quand même une bonne nouvelle malgré le drame qu'on peut vivre. Nous avons connu ça dans une période de vacances. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de médecin pour prendre le Ouais. relais. Donc on a laissé grandir, enfin en tout cas croire en mon corps que ce petit être continue à Mmh. grandir pendant plus d'un mois de mémoire. Ouais. Donc ça a été douloureux avec une prise médicamenteuse pour pouvoir faire tomber ce petit œuf Mmh. qui a été difficile. Ce n'est pas un moment agréable, je Mmh. l'entends, mais pareil, vous êtes bien entouré et tout se passera bien. Et du coup, tout le monde va redoubler d'énergie pour atteindre votre objectif. Je trouve Mmh. ça très très positif. Voilà, même si c'est une étape difficile pour vous psychologiquement, continuez à croire en vos rêves, puisque vraiment tout peut arriver, indéniablement. Ouais. Suite à ça, Covid, la PMA a été stoppée. Ouais. Puisque pour des raisons sanitaires, vous l'avez bien compris, là, il y a vraiment un village d'une quinzaine de personnes qui œuvrent pour vous aider à avoir un bébé. Les blocs opératoires, les anesthésistes, etc., sont vraiment alloués pour les personnes qui sont atteintes de Covid. Ouais. Donc, tout a été stoppé. Et tous les services PMA de France, enfin, tous les médecins ont été demandés d'arrêter leur exercice, en tout Mmh. cas pour cette spécialité-là. Donc, cela a été en fait une pause pour mon corps aussi, C'est ce que j'allais une dire. pause Ouais. d'injection Ouais. d'hormones, Vraiment. une pause mentale, plus de piqûres, plus d'heures à regarder, plus de contraintes de ce type. Et une fois que la PMA a pu réouvrir ses portes, nous avons été reçus par notre médecin qui était très embarrassé et qui était très gentil, très bienveillant et qui nous a dit, écoutez, voilà, pour ma part, j'ai un terrain de cancer du sein chez ma maman et chez ma grand-mère. Ouais. Donc, ce qui rajoute une difficulté à notre parcours. L'injection d'hormones, on n'a pas réellement de recul aujourd'hui sur ce que ça peut impliquer. En revanche, on sait que c'est jamais très très bon pour le Mmh. corps, voilà, indéniablement. Donc notre médecin nous a dit, écoutez, force est de constater que je n'y arrive pas. Il faut être honnête, j'ai essayé tout ce que je pouvais pour vous. Même les doses les plus fortes, notre médecin allait sur des meetings à New York où visiblement ils se rejoignent tous les corps médicaux liés à la PMA pour essayer d'autres protocoles ou tenter d'autres dosages de molécules. Et nous étions au max de ce que le médecin pouvait faire pour nous. On a énormément apprécié puisqu'il nous a dit, voilà, moi je n'y arrive plus, j'ai essayé tout ce que je pouvais. Je suis désolée, mais je crois que je vais être obligée de déposer mes armes ici. Mais avant d'être ferme et définitive sur ce que je viens de vous dire, j'aimerais que vous alliez demander l'avis d'un deuxième confrère qui exerce de la même façon que moi dans une ville différente et que vous alliez récolter son avis médical à ce sujet-là pour voir Ouais. s'il est en adéquation avec ce que je viens de vous dire ou s'il a une autre piste à développer, je la prends volontiers. Donc nous avions trouvé vraiment ça très professionnel de sa part de demander un avis d'un confrère. Malheureusement, en ce qui nous concerne, le professeur nous sommes allés voir a lui aussi émis ce même diagnostic en disant, D'accord. écoutez, beaucoup trop d'injections d'hormones pour votre part. Il va falloir arrêter, ça fait trop longtemps, les doses sont trop fortes. Et oui. Votre corps ne réagit pas comme il faut. À un moment donné, il faut être face à la réalité. Ouais. Nous, à notre niveau, on ne va plus rien pouvoir faire pour vous. Il y a d'autres solutions qui existent, mais en tout cas, nous n'allons pas pouvoir vous les offrir. Donc, on avait vraiment trouvé ça très très bien et très professionnel de sa part.
de ne pas hésiter à demander un autre avis. Vraiment, on avait trouvé ça incroyable, Ouais. même si effectivement, ils nous ont pas dit les choses qu'on aurait aimé entendre, certes, mais peu importe, c'était très professionnel. Mmh. Et du coup, notre docteur nous a invités à rejoindre deux pistes. Soit le don d'ovocytes en France, à Nice, Ouais. ou soit s'orienter vers l'étranger, où effectivement l'étranger a des techniques de procréation médicalement assistée qui sont beaucoup plus développées que les nôtres, du matériel qui est beaucoup plus développé. Et comment dire, dans ces pays-là, ce sont réellement des établissements privés qui sont des entreprises, tu m'excuseras l'expression, mais c'est le cas en fait, Ouais. qui sont des entreprises, donc avec réellement, comme dans toutes les boîtes de nos jours, une volonté de productivité, Ouais. c'est-à-dire une volonté vraiment d'arriver à l'objectif, C'est ça. euh, et des taux de réussite qui sont forcément plus élevés, puisque ben voilà, il y a tous les moyens, tous les moyens qui sont mis en œuvre par chaque pays, en tout cas, par les médecins. Donc, bah écoutez, le choix était certes difficile, mais écoutez, notre professionnel de santé a été finalement ce qui nous a le plus décidé. Mmh. Notre docteur nous a dit, les deux ne sont pas incompatibles. Nous vous invitons à faire vos démarches en France, Mmh. puisque effectivement c'est ce qu'on est censé faire, et à vous renseigner vers d'autres pays, même si on est quand même assez border sur la législation, puisque c'est un médecin français qui prendra le relais sur un médecin étranger Ouais. commanditaire d'injection. Donc finalement, on est un Mmh. petit peu border sur la Ouais. loi, mais en tout cas, enfin, aujourd'hui, de plus en plus de couples sont amenés à suivre ce parcours-là. Bien sûr, ouais. Oui, oui. Et bien sûr, bien évidemment, ben, les couples homosexuels ben, n'ont pas du tout le choix, en fait, Non. enfin, très peu le choix, en fait, hein, que d'aller à l'étranger hein, pour Ouais. obtenir, pour pouvoir créer la famille, indéniablement. Ouais. Alors, le don d'ovocytes, à ce moment-là, je n'avais pas la force ni l'endurance pour faire ce que je vais te dire. Mais quand nous sommes allés à Nice, malgré le fait qu'on a été bien reçus, etc., c'est pas du tout le souci. On a été vraiment heurtés par quelque chose. Donc en fait, quand on s'inscrit sur ce genre de parcours, visiblement il y a 3 à 4 ans d'attente. Donc 3 à 4 ans Waouh. d'attente, moi mon Mmh. corps ne le permettait pas voilà, Ouais. d'attendre autant. Ouais. En revanche, les médecins vous expliquent que pour pouvoir gagner un petit peu en timing, il faut, et là tout est dans la syntaxe de ma phrase, il faut amener une donneuse. Mmh. Alors, cette donneuse-là ne va pas être pour le couple. En revanche, amener une donneuse permet de monter sur les listes d'attente. Mmh. Et je trouve ça complètement, bien que je comprends le système, puisqu'il y a très peu de femmes qui font de dons d'ovocytes, euh, je trouve ça scandaleux. Mmh. C'est violent. Je trouve qu'on se moque parfois de certains pays qui font du trafic d'organes, mais quelque part, je me dis, c'est un petit peu ce qu'on fait, mais de façon déguisée, de façon Oui, légale. Je trouve ça. c'est caché, oui. Alors, je suis désolée puisque j'apporte mes positions et qu'elles sont un petit peu tranchées sur le sujet, mais quelque part, on s'est retrouvés au moment où j'ai approché à avoir 40 ans, ou 38, 39 ans, je sais pas exactement, mais et en fait, moi, dans mon entourage, je n'avais que des femmes de mon âge. Mais oui. Donc, on n'était déjà plus des donneuses potentielles. Donc, en Mmh. fait, je n'avais pas du tout la possibilité d'amener une donneuse. C'était pas du tout, je n'avais pas cette possibilité-là. Et finalement, avec le recul, je me dis, il y a quand même un problème il y a quand même un dysfonctionnement. Il faudrait que les choses fonctionnent différemment Ouais. parce que Ouais, ouais. c'est quand même concrètement injuste, indéniablement. Ouais. Sachant que pour ma part, je suis quelqu'un de très altruiste, donc c'est le don d'ovocytes, si on m'en avait parlé quand j'étais plus jeune, je l'aurais fait bien Mmh. volontiers en réalité. Et j'aurais pu congeler, si j'avais su avec le recul, j'aurais pu congeler et demander à congeler les miennes. Mais en tout cas, je pense qu'on n'en parle pas assez. Le don d'ovocytes, alors effectivement,
Ça implique le même parcours, c'est-à-dire prendre des injections d'hormones, etc. Effectivement, ça implique une anesthésie générale ou locale suivant les médecins. Mais, mais quand je vous disais tout à l'heure, on peut avoir 18 ovocytes, ça veut dire qu'on potentiellement on pourrait aider 18 familles à Oui. avoir un bébé. Et je trouve ça juste incroyable. Mmh. Dans une prochaine vie, je pense que je le ferai indéniablement, c'est sûr, le don Une d'ovocytes, belle c'est certain. information encore, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est certain. Donc nous nous sommes orientés vers, en parallèle vers l'Espagne. Ouais. Je vous invite aussi à en discuter avec votre professionnel de santé. Il y a, une fois que vous êtes enclenché sur un don de vos sites en France, il y a une possibilité d'avoir une petite bourse financière par la sécurité sociale pour pouvoir vous aider dans un parcours si vous vous orientez vers l'étranger qui va être indéniablement onéreux. Il faut appeler un Mmh. chat un chat. Ouais. Alors, faut compter en gros, juste pour donner un ordre d'idée, entre 5 et 7 000 euros Mmh. suivant le parcours. Allez, enfin, moi je saurais que vous parlez de l'Espagne puisque c'est le pays que nous avions choisi. Il y a d'autres pays qui peuvent être recommandés suivant votre médecin, la Grèce de mémoire. Enfin, il y a d'autres pays qui sont forts également dans cette spécialité. Pour notre part, le plus simple était l'Espagne. Donc là, les choses prennent une autre dimension et Ouais. deviennent simples, indéniablement, où vous pouvez faire une première visio avec un médecin qui est votre médecin, qui parle couramment français, puisqu'en général, ce sont des médecins qui ont exercé longtemps en France et qui sont partis exercer ensuite en Espagne, Ouais. et qui vous rassure et qui vous explique comment ça va se passer et qui vous disent que ça va bien se passer. La Mmh. bienveillance, le sourire du médecin, enfin, tout devient simple à les écouter et ils sont très, voilà, ils sont pleins de good vibes, ils sont très positifs, ils sont convaincus qu'ils vont réussir et je trouve ça déjà dans le parcours, je trouve c'est un shoot C'est de très aidant, oui. positivité qui Mmh. fait du bien, Ouais. clairement, effectivement. Donc tous les examens doivent être refaits effectivement pour avoir un dossier à la hauteur des attentes des médecins et qui ressemble clairement à ce que nous faisons en France, avec quelques examens qui sont plus poussés. Et ensuite, les dossiers sont ouverts. Donc, et à partir de là, le parcours peut commencer. Ouais. Il ressemblera sensiblement à celui que vous connaissez en France, si ce n'est qu'effectivement, sur les périodes cruciales, par exemple, ponction de vos sites, ben, il faudra se rendre directement dans la ville de votre choix. Pour notre part, elle est à Barcelone, mais il faudra se rendre à Barcelone dès que le top départ du médecin est Ouais. enclenché. Donc je reviens effectivement sur ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes dans une situation professionnelle où vous avez un responsable hiérarchique, j'incite effectivement à lui en faire part, puisque partir du jour au lendemain pour une ponction pendant Eh oui. 2-3 jours, ça peut être Mmh. voilà, Ouais. difficilement compréhensible si l'employeur n'est pas au courant. Donc n'hésitez pas, enfin en fait, écoutez-vous certes, mais je pense qu'ici, si on peut se décharger de certaines contraintes, je pense que celle-ci en fait partie. Ouais. Alors après, sur le parcours proprement dit, ben, je me remets dans la situation où clairement, je demande un crédit pour pouvoir financer les soins qui vont être prodigués par la clinique espagnole. Ouais. Et je demande un crédit où il y a un faible taux d'endettement et par lequel j'avais le droit avec mon employeur. Mmh. Et au moment de demander l'attestation d'employeur pour réaliser le crédit, je me dis tiens, mais quand même, ça fait quand même quelques jours que j'aurais peut-être dû avoir mes règles, mais effectivement, j'ai tellement été guidée par le corps médical que je suis peut-être un petit peu en décalage. Et puis, je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'ai guère d'espoir sur ce qui peut se passer, puisque Ouais. je ne suis plus suivie, je ne prends plus d'hormones, on est vraiment sur un stop médical. Et en fait, je me dis, bah, quand même, il faudrait. Je suis en train de remplir les dossiers de crédit et je me dis quand même, il faudrait que je n'ai pas mes règles, il faudrait quand même que je fasse un test. Mais Ouais. vraiment sans aucune conviction, et j'achète ce test-là vraiment sans y croire.
et monsieur travaillait la nuit à l'époque et j'attends qu'il parte et là, je fais mon test et le test s'avère positif et C'est là, incroyable. incroyable. Mmh. Incroyable, grossesse naturelle et je crois que même aujourd'hui, j'ai encore du mal à y croire, c'est quand même assez Ouais, fou. c'est dingue. C'est C'est quand même vraiment assez dingue. dingue. Ouais. Donc avec, ce qu'on a vécu, je m'abstiens bien d'en faire part à mon conjoint. Le jour même, je me dis: «Je vais aller me faire piquer quand même, demain par le labo pour m'en assurer». Alors effectivement, tout à l'heure, on parlait d'équipe bienveillante, ce sont des gens que vous voyez tous les 2 jours, pendant X années, tous les Bah matins. oui. Donc finalement, vous avez plein de liens qui se créent et je crois que je suis arrivée au laboratoire, je leur ai dit: «Bonjour», je leur ai dit: «J'ai pas mes règles, est-ce que vous pouvez me faire une prise de sang?» Alors, ce qui est bien entendu pas du tout légal dans ce sens-là, on est bien d'accord, il faut une ordonnance du médecin. Mais Ouais. finalement, pour elle, c'était anecdotique Bah puisque le oui. médecin, dans 5 minutes ou 10 minutes, on allait croiser dans les couloirs et il serait Ouais. autant ravi que nous. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Les, euh, la prise de sang était positive. Mmh. Et je crois que le médecin, les infirmières, les secrétaires médicales, je crois que tout le monde était tout aussi Bah content que oui. nous, en fait, puisque Mmh. c'était aussi la réussite indirecte. Mmh. Voilà, la réussite de parcours. Et une fois que le test a été positif, bah, du coup, on sait que on pourra plus jamais, en fait, et comme quoi on peut toujours se tromper, on pense qu'on pourra plus jamais annoncer en fait à son conjoint qu'on est enceinte de façon traditionnelle puisque ben tout est commandité, le moindre Ouais, rapport sexuel est ordonné entre guillemets ouais, par une heure, etc., par un timing. Et en fait, ben, je m'étais pas du tout préparée à pouvoir annoncer une grossesse à mon conjoint ouais. et j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors là, finalement, le parcours étant tel que j'ai juste pris une petite feuille où j'ai marqué Espagne, le mot Espagne dessus. Je lui ai montré, je l'ai regardé et j'ai déchiré la feuille. Et en fait, donc du coup, là, elle a compris C'est que beau. nous allions avoir un bébé et Mmh. à la plus grande surprise de tout le monde, de la façon la plus naturelle possible. Incroyable. Incroyable. Quel beau témoignage que tu nous livres là, Élodie, vraiment. C'est C'est magnifique, vraiment, vraiment et beaucoup d'espoir aussi pour les mamans qui vont nous écouter. Ma question là, tout de suite, avant d'entamer effectivement cette grossesse, comment tu l'as vécue? Je m'interroge depuis tout à l'heure, je me dis: «Mais ça fait quand même 5 ans, que tu étais dans ce processus». Il y a quand même une fatigue, tu l'as dit, qui est quand même indéniable du point de vue, psychologique, mental, mais surtout ton corps avec une fatigue quand même qui était, extrême, même si, tu es une personne solaire et on sent que tu es plein de belles énergies et que tu es plus, à voir le positif que de rester sur le négatif. Mais on sait aussi qu'une grossesse, ça peut être fatigant, encore suivant les cas, et qu'effectivement ton corps, en tout cas, a beaucoup donné pendant toutes ces années. Comment toi tu te sens à ce moment-là pour, entamer cette grossesse? Alors, je me sens très effrayée, Mmh. indéniablement. Mais oui. On est très effrayé. On reste énormément sur nos gardes. On a réellement peur qu'il se passe quoi que ce soit. On a réellement peur que le bébé ne s'accroche pas. Et en fait, je crois qu'on a peur, bah, en fait, qu'elle ne s'arrête jamais, hein, puisqu'aujourd'hui, Ouais. on a encore peur toutes les 5 minutes pour Bah des oui. choses et Mmh. d'autres pour nos enfants. Heu, alors en fait, vraiment, il y a ce sentiment-là de peur qui reste et on reste un petit peu sur notre réserve, sur notre joie. On l'annonce bien entendu pas, tout de suite à tout le monde. On attend les 3 mois, bien qu'on est bien d'accord que finalement, ça ne change rien, hein, puisqu'un drame peut se passer, plus tard Oui. aussi. Mais on reste, énormément sur notre réserve. Mais par contre, tout le reste se passe merveilleusement bien. Comme si Mmh. effectivement, bah, c'était une évidence. Voilà, cette petite personne qui était venue se nicher à l'intérieur de mon ventre, était maintenant là et comme si elle me disait: «Bah, maintenant que je suis là, mais tout va bien aller, et tout va Ouais. très bien se passer» et c'est indéniablement ce qui s'est passé. Je crois que j'ai eu des nausées, une fois pendant, 46 secondes, pendant toute ma grossesse et Ouais. j'ai été en forme. J'ai fait du vélo jusqu'à, du vélo d'appartement jusqu'à la veille d'accoucher. Enfin, grossesse idyllique. Mmh. Vraiment impeccable et j'ai profité pleinement. Alors,
est-ce que justement c'est notre parcours qui a fait que je ne me Ouais. suis pas écoutée sur certains mots qui peuvent arriver, ou si juste en fait, je profitais même des mots que je pouvais Mmh. ressentir. Est-ce qu'une douleur finalement n'était pas une réussite C'est ça, ouais. et encore Ouais, une ouais, marche vers notre succès? ouais. C'est possible aussi. En tout cas, j'ai eu une grossesse des plus classiques, qui n'a plus rien à voir avec le parcours. Voilà, une fois que Oui, c'est que ça. ce petit être humain s'est niché dans votre corps, vous avez une Tu grossesse retournes qui dans est le parcours complètement. classique, en fait. Tout à fait. Je Ouais. n'ai juste été plus suivie, mais de par mon âge, en fait, pas Oui. par rapport au parcours antérieur, mais juste qu'effectivement, bah, j'approchais mes 40 ans et que j'étais plus suivie juste par rapport à mon âge Mmh. et à ma grossesse gériatrique, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, tout simplement. Mais sinon, tout s'est merveilleusement bien passé. Alors justement, parlons de cette rencontre que vous attendiez tant avec ton conjoint et toi aussi. Comment tu as vécu, ton accouchement et ce premier échange de regard avec ta fille? Alors, incroyable, comme toutes les mamans, je suppose, et en même temps, j'ai l'impression, heu, liée à la réserve qu'on a émis tout au long de la Ouais. grossesse, heu, en fait, j'ai l'impression, comment dire? Que je suis spectatrice de la Mmh. scène, et j'ai l'impression que je suis en train de regarder un film dans la salle d'accouchement, là, en train d'en parler avec toi, je me remémore, mais j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un qui est un petit peu plus loin, qui regarde la scène de loin, c'est très Ouais. rigolo. Ouais. Mais aucune ombre au tableau. Alors je fais partie des femmes qui ne résistent pas à la péridurale et qui n'ont jamais essayé d'y résister d'ailleurs. Ouais. Pour ma part, de la même façon, je vais faire un témoignage, on entend souvent, la péridurale, c'est quelque chose qui peut être douloureux, et cetera. Mais ou pas du tout. Oui. Heu, je n'ai absolument pas du tout eu mal, absolument pas. Je n'ai ni eu mal, pendant, ni après, ni, Ouais. enfin, j'ai eu indéniablement mal avant, mais ça, c'est ce qu'on appelle les contractions, qui Oui, sont très là, on est douloureuses. obligé de passer par cette douleur. J'ai passé par là, même si elle est incroyable. Je crois qu'en fait, même ceci, on est content de le vivre, Ouais. même si sur le moment, c'est très difficile, même si sur le moment, monsieur, est en train de me filmer avec mes contractions qui sont juste abominables, et que et que là, on se dit quand même, c'est quand même pas très sympathique de ta part, n'est-ce pas? OK, quand tu as le nez qui coule, on appelle les soins palliatifs C'est déjà, clair. donc bon. Mais voilà, tout peut très bien se passer. J'ai eu la péridurale qui a soulagé ma douleur. Ça s'est bien passé. J'ai eu un accouchement traditionnel par voie basse. Tout s'est très bien passé. Et la rencontre avec cette petite créature était juste mais incroyable. Je n'ai pas fait de projet naissance puisque c'est lié à mon histoire. Mon projet de Bien naissance, sûr. c'était Oui. d'avoir une petite fille Ouais. en bonne santé. Voilà, c'était le Ça seul se comprend projet que nous amplement. avions, c'était celui-là. Et effectivement, comme tu l'as abordé tout à l'heure, en intro, étant donné que je m'occupe d'une association pour les enfants gravement malades, je vois beaucoup de choses dramatiques autour de Bien moi, sûr. et je crois que je suis encore plus, voilà, reboostée par, j'avais juste envie que ma petite fille soit en bonne Mais oui. santé et que tout aille bien pour elle. J'avais pas Mmh. de projet de naissance, particulier. La seule chose que j'ai, enfin, comment dire? Heu, j'ai essayé de faire en sorte, mais ça a été pour son plus grand plaisir, c'est, comme je sais que beaucoup de personnes étaient, hem, très, comment dire? Très à l'écoute de moi-même, tout le monde a pris beaucoup soin de moi pendant la grossesse, même avant. J'ai souhaité que le pot à pot se fasse aussi avec papa, puisque Oui. pour la première fois, en fait, il pouvait aussi Mais participer, oui. Mmh. activement, en fait, à cette, maternité. Mmh. Et alors pour le coup, cette rencontre passée, le retour à la maison tous les 3 avec ce désir, tant attendu, comment ça se passe ton postpartum immédiat et puis l'après? Et là, en fait, j'ai en tête aussi cette question de la peur dont on a évoqué, tout à l'heure, en amont, pendant ta grossesse, pendant l'accouchement, mais comment tu gères tout ça après? Alors, on gère toujours du mieux que l'on peut, et là, je crois vraiment que ce message est universel. On fait toujours du mieux qu'on peut, Oui. même si parfois c'est difficile. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est le lâcher prise. Mmh. Lâcher prise de se dire que: «OK, c'est OK, ben, mon bébé, je ne peux pas le poser parce que dès que je la pose,
elle pleure, elle se réveille, et ben OK, c'est OK de la garder sur moi pour qu'elle se repose et pour que je me repose aussi. Mmh. La maison n'est pas aussi bien rangée que ce qu'elle l'était il y a quelques mois en avant. C'est OK, c'est pas grave en fait, tout va bien se passer. Et je lâche prise sur énormément de choses et c'est ce que je commence à faire dès ce début de nouvelle vie. Ouais. Le lâcher prise sur plein de choses qui nous permettent de s'épanouir dans d'autres clairement et qui est une belle leçon de vie, hein. En réalité, on se sent beaucoup plus forte Mmh. et on a besoin de trouver de l'énergie. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, cette nouvelle vie, on apprend à se découvrir, on apprend à vivre différemment puisque effectivement, pour ma part, pendant 40 ans, j'ai vécu, que pour moi entre guillemets, Mmh. heu et là, effectivement, je dois m'occuper d'une petite personne. C'est vraiment une vie qui est différente et qu'on apprend et je pense qu'on n'arrêtera pas d'apprendre, Non. non? Qu'est-ce que tu en Mmh. penses en fait? Ah oui, 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 Tout je confirme. Je Donc confirme. je vis bien ce postpartum du mieux que je peux Ouais, effectivement, même si, bien sûr, les hormones, bien sûr, des moments difficiles, bien sûr, des pleurs qu'on ne sait pas gérer, bien sûr qu'on ne comprend pas bien toujours sûr. pourquoi Mmh. son enfant pleure, mais on est toutes passées par là et le meilleur conseil qu'on ait pu me donner de toute ma maternité, j'y pense souvent dans les moments difficiles, c'est: «Tout passe» et Oui, effectivement, tout passe. c'est vrai. Les pleurs toute la nuit passent, tout, Oui. voilà, tout. Tout ce qui est difficile passe Ouais. et il faut s'accrocher et de toute façon, dans tous les cas, maman, tu fais du mieux que tu peux et Mmh. ça sera indéniablement le mieux pour ton bébé. C'est vraiment, je crois, ce que j'en retire de ce postpartum. J'en suis persuadée, oui, effectivement. Peut-être, j'ai encore 2 questions, Élodie, à te poser et que j'ai pas, posées, au cours, en tout cas, de ton explication sur tout ton suivi en PMA. Tu parles effectivement de ce soutien, en tout cas, que tu as eu, très bienveillant de par le corps médical. Mais est-ce que tu as été enfin, vous avez été d'ailleurs, soutenus aussi d'un point de vue, familial, amical ou pas? Ou ça a été compliqué, justement? Alors, ça a été compliqué. En revanche, je pense que c'est de «notre faute» entre guillemets. C'est-à-dire que, nous avons fait le choix, enfin je, puisque monsieur m'a suivie, mais j'ai fait le choix de ne pas réellement en parler autour de moi, Ouais. puisque j'estimais que c'était le mieux pour moi à ce moment-là. J'avais pas envie des tonnes de questions, j'avais pas envie toutes les 5 minutes qu'on Mmh. m'interroge, qu'on ci, qu'on là et pourquoi et comment. C'était, ce que je ressentais, je ne me sentais pas de le gérer. Donc on l'a géré, nous. Mmh. Notre famille était au courant que nous avions un parcours difficile puisqu'effectivement, je si je parle de mes parents, par exemple, je ne me voyais pas ne pas leur dire que j'allais subir une anesthésie générale. Je pense quand même que c'est important quand même de le signaler, c'est notable. Mais tout le monde est resté discret puisqu'il a senti que c'est ce que j'avais besoin. Il y a eu des moments un peu plus difficiles à gérer où je me rappelle effectivement, par exemple, avoir offert un concert à une amie, devoir l'accompagner et me dire: «Merde, à 20h, on va être dans la voiture, il faut que je me pique. Ouais. Comment je vais Mmh. faire?» Ouais. Et là, effectivement, ça fait partie des choses où je me suis dit: «Oui, j'aurais peut-être dû davantage en parler, ça aurait été plus simple». Mais c'est la façon, dont j'ai souhaité, gérer, moi, notre parcours. Monsieur, lui, m'a suivie dans mes volontés puisque là, pour le coup, effectivement, comme ça implique sur mon corps à moi, donc nous n'avons pas réellement été soutenus, mais de notre fait. Ouais. Libre arbitre à chacun, voilà, C'est de propre à faire comme, chacun. Ouais. Ouais, propre ouais. à chacun, Mmh. exactement. Mais effectivement, On je a pense que vécu c'est une ça, question qui cette est bataille à importante 2. aussi. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'était une question aussi qui était importante à poser et Tout que à fait. j'avais omis de te poser sur aussi ce choix effectivement d'intérioriser un petit peu plus ou vraiment d'avoir besoin au contraire, ça dépend vraiment de chacun, effectivement. Alors je ne sais pas, Élodie, si tu as pu en tout cas déposer tout ce que tu souhaitais. Si c'est pas le cas, je te laisse encore, déposer ce que tu souhaites en tout cas sur ton histoire et sinon je te laisserai le mot de la fin avec un message, tu en as passé beaucoup, mais un message peut-être aux mamans qui nous écoutent et qui connaissent ou qui ont connu en tout cas cette situation.
Merci pour ces doux mots. Heu, Ce que j'espère, c'est si grâce à ce témoignage, je peux aider, rien qu'en message d'espoir Mmh. et de s'accrocher, ne serait-ce qu'une seule femme, j'aurais, indéniablement, atteint mon objectif. Mmh. Vraiment, si je devais, laisser un message à vous qui êtes dans un parcours ou qui vous apprêtez à vivre ce parcours qui est un peu difficile, c'est de continuer à croire en ses rêves. Certes, vous allez avoir, effectivement, un parcours un peu différent de certaines femmes, mais ce sera votre parcours et il sera, incroyable dans ces épreuves, certes. Je me dis qu'à chaque fois, chaque, petite épreuve, en fait, est un petit pas de plus vers votre réussite. Donc croyez en vos rêves, tout est possible. Pour ma part, on m'avait dit: «C'est quasiment impossible que vous tombiez enceinte». Ouais. Et Camille est en pleine forme et ce matin, je lui ai fait un gros câlin avant qu'elle parte à l'école. Donc Mmh. indéniablement, il faut croire en ses rêves, tout est possible. N'hésitez pas à bien communiquer, à échanger comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure avec votre conjoint et vous écoutez. Écoutez, bien sûr les conseils que le corps médical peut vous donner, mais écoutez-vous, écoutez votre corps et croyez en vous et surtout, voilà, croyez en vos rêves et sachez que même dans les épreuves les plus difficiles, il y a toujours une petite lumière derrière et quand je vous disais tout passe, mais même Mmh. la douleur passe Mmh. et solutions pour construire votre famille, il y en a plein et je suis certaine que vous trouverez en vous la force et l'amour pour les atteindre. C'est Merci merveilleux, beaucoup Élodie. Marion. C'est merveilleux, vraiment. Enfin, voilà, je suis vraiment très touchée par, ce récit extrêmement positif et lumineux que tu viens de nous partager et qui, je pense, effectivement, est hyper important à transmettre, malgré, toutes ces épreuves que tu as pu, nous décrire. Tu es toujours restée hyper lumineuse et quoi de plus beau aussi de terminer par, cette merveilleuse implantation naturelle aussi, de ta fille et ça, c'est vraiment un très, très beau message d'espoir et ça fait du bien d'entendre aussi, des femmes comme toi qui sont très positives et qui tendent vers le positif sans cacher bien évidemment la douleur, par laquelle tu es passée. Mais voilà, vraiment, je pense qu'il y a pas de hasard, si tu déposes cette histoire, en tout cas, aujourd'hui et je suis certaine que ça en aidera plus d'une. J'en suis convaincue. Donc merci en tout cas pour tout, Élodie. Tu sais combien aussi, je te porte dans mon cœur, donc vraiment merci encore et encore pour ta confiance et à bientôt. Merci à toi Marion, merci, cœur sur toi. À bientôt, Élodie. À bientôt Marion, merci beaucoup. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.